I've been thinking about you. Love. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo du 12 février, sur la vidéo de mon accident où je vous explique le jour où j'ai pris feu. Vous avez été incroyables, j'ai eu un soutien de fou et c'est pour ça que je suis encore là, encore là pour vous parler comme promis du coma artificiel. Je vais dans cette vidéo vous parler de ces 3 mois où j'ai dormi. Je tiens avant toute chose à préciser que je vais me baser sur mon ressenti, ma vision des choses et que tout ce que je vais expliquer c'est pas la vérité innée et c'est pas ce qui va se passer pour tout le monde. Je pense qu'on réagit tous différemment aux médicaments qu'on peut nous injecter pendant un coma artificiel, donc tout ça c'est juste mon expérience. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout simplement faire la différence assez simplement entre le coma artificiel et le coma. Le coma artificiel, donc ce que moi j'ai traversé, c'est quand on nous plonge artificiellement dans un sommeil. C'est pour pouvoir nous soigner, pour pouvoir faire des opérations, pour pouvoir nous sauver sans réellement qu'on souffre. À la différence, le coma, c'est un profond sommeil, si je peux dire, suite à un trauma, mais que ni nous, ni le personnel médical n'a décidé. Si je devais résumer aujourd'hui avec vous mon expérience sur le coma artificiel, je la scinderais en 4 parties. La douleur, l'attente, les hallucinations et l'impuissance. La première chose dont je me souvienne réellement dans le coma artificiel, c'est la douleur. La douleur qui est présente malgré tous les médicaments qu'on peut nous injecter. On t'injecte des médicaments qui te font dormir, plus ou moins, et la chaleur des brûlures, la chaleur des pansements, la chaleur de toutes les machines dans cette chambre de réanimation font qu'on ressent quand même les choses. C'est pas parce qu'on nous shoot aux médicaments qu'on n'est pas conscient. Ouais voilà c'est ça, on est prisonnier de son corps, le conscient reste là et c'est une lutte en fait entre le conscient et l'inconscient. Et il y avait des moments où je pouvais bouger très légèrement, des moments où je pouvais pas du tout bouger. Et ce que je me souviens dans cette douleur c'est que j'avais chaud H24. C'est un peu horrible à dire mais comme si mon corps prenait feu en permanence avec les souvenirs de l'accident. Je pouvais pas parler donc j'essayais de me rattacher aux trucs qui pouvaient être froid dans ma chambre d'hôpital. Donc typiquement je me rappelle que j'essayais d'attraper les barreaux de mon lit en fait et que ça me faisait du bien. Les infirmières mettaient des glaçons, c'est vraiment une vision que j'ai, et je sais que des fois j'essayais avec mes doigts, mais vraiment c'était une lutte de pouvoir tendre un doigt pour pouvoir toucher un glaçon et que ça me fasse du bien. Mais voilà, c'était vraiment la douleur en mode je suffoque, je peux rien dire, je peux rien faire, je peux juste me battre pour essayer de choper un barreau du lit en métal qui sera plus froid que le reste et attendre. Le deuxième point dans le coma artificiel, ça a été pour moi l'attente. L'attente qu'on arrête de m'injecter des produits, l'attente que je puisse me réveiller, de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir tout simplement être maître de mon corps, de pouvoir bouger quand j'en ai envie, de pouvoir parler quand j'en ai envie. Ouais, l'attente tout simplement de pouvoir dire que j'étais là en fait, que j'étais là et que c'est pas parce que j'étais endormie dans un coma artificiel que je ne ressentais rien. Je vais détendre un peu l'atmosphère du coup et parler cette fois-ci du 3e point dans mon coma artificiel et ça a été les hallucinations. C'est vraiment un point important et c'est, je pense, qui a fait que, au-delà de tous ces médicaments, je n'avais plus de notion du temps. Ce qui s'est passé dans mon coma, c'est que toutes ces hallucinations ont fait que j'étais peut-être endormie dans la réalité des infirmières, la réalité de mon chirurgien, la réalité de mes parents et de mes proches, mais moi, je vivais dans mon coma artificiel une deuxième vie. Mes hallucinations, c'était typiquement comme si, je pense que ça vous est à tous arrivé, vous dormez, vous faites un rêve de fou, vous vous réveillez en mode en sursaut, comme si vous saviez pas si c'est le rêve ou la réalité, si ça s'est passé ou pas, et en une fraction de seconde, un claquement de doigts, le temps de reprendre votre conscience, tout simplement, vous vous dites « Waouh, c'était un rêve de fou, mais ça va, c'était qu'un rêve ou un cauchemar ». Les hallucinations qu'on vit dans un coma artificiel, c'est un peu ça, mais vraiment puissance 1000. Donc moi, quand j'ai eu mon accident, comme je vous ai déjà expliqué, j'avais 16 ans et j'étais au lycée. Et dans mon coma artificiel, j'avais une vie parallèle dans un lycée qui avait le même nom que mon lycée, mais c'était pas du tout le même. Les personnes n'étaient pas du tout les mêmes non plus, mais je vivais vraiment ma vie. C'était limite si je décidais où j'avais envie d'aller, avec qui je voulais parler, ce que je faisais, vraiment la vie parallèle. J'avais aussi rêvé que ma mère avait un 4e enfant. Donc moi j'ai mes 2 frères, un grand et un petit, je suis au milieu. Et j'avais vraiment rêvé que ma mère était enceinte pendant mon coma. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie du coma, j'ai réellement demandé à ma mère où était le 4e enfant, où était mon frère, mais pas mes 2 frères. Mon frère dans ma réalité à moi. C'est ouf. Et ma mère, elle comprenait pas, elle était là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre,
pendant 3 mois, comment tu veux que je tombe enceinte? Et moi j'en étais sûre, j'étais sûre que mon frère s'était marié avec sa copine de l'époque et qu'à son mariage, il y avait Justin Bieber. Et je vous jure que c'est vrai, j'étais à ce mariage les gars. J'étais à ce mariage, il y avait Justin, il chantait et tout. Et en fait non, tout ça c'était c'était les médicaments qui me faisaient tout simplement délirer. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est que quand on sort du coma, on a zéro distinction entre le rêve et la réalité. J'ai eu une vie pendant ces 3 mois et c'est pour ça que souvent je dis j'ai dormi pendant 3 mois. J'ai pas vraiment dormi. Non seulement dans la réalité, quand on m'injectait moins de médicaments, je pouvais bouger, je pouvais des fois serrer la main à mes parents, etc. Mais en plus de ça, je faisais des rêves de fou. J'avais rêvé que mon cheval était dans mon jardin. Et ça, je sais pourquoi. Parce que ma mère avait affiché des photos dans ma chambre et je sais qu'il y avait une photo du cheval de ma mère et je sais pas, je m'étais fait un bail en mode le cheval il est dans mon jardin. Et quand je me suis réveillée, pareil, j'avais dit à ma mère mais Grisou vous l'avez mis dans le jardin. Et ma mère elle était là genre mais comment on va faire? Elle a vécu une vie complètement parallèle. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup parlé du coma artificiel derrière avec des amis qui avaient fait cette expérience. Et pour beaucoup, le coma artificiel, ça a été des cauchemars et pas des rêves comme j'ai pu faire. Moi aujourd'hui, mes hallucinations, je peux en rigoler, même si ça reste des sensations, j'ai envie de dire des sensations très prisonnières. Donc c'est comme si vous êtes dans votre lit, vous faites un cauchemar et vous pouvez pas vous réveiller. Comme je vous le disais, moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance. C'était des rêves qui étaient potentiellement assez marrants, même si les ressentis sont puissance 1000. Si dans mon rêve je tombe, je vais vraiment avoir mal. Les ressentis sont fous, mais j'ai eu beaucoup de chance de faire des rêves à cette hauteur-là. Alors que j'ai des amis qui avaient fait des rêves de guerre, de Kalachnikov. J'avais un ami brûlé qui avait carrément rêvé que c'était une merguez dans un barbecue. Et je peux vous garantir que pour avoir vécu les hallucinations d'un coma artificiel, ce genre de cauchemar, c'est vraiment vraiment pas drôle. Pour résumer du coup, toutes ces hallucinations font que je perdais la notion du temps, mais surtout que j'avais l'impression de jamais dormir. C'est comme si pendant 3 mois, mes parents avaient attendu que je me réveille, mais que de mon côté, je ne dormais jamais et que j'avais complètement perdu cette sensation de juste fermer les yeux, m'apaiser et dormir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après mon coma artificiel, j'ai eu du mal à retrouver un vrai sommeil. Et on en vient du coup au dernier point que j'ai vécu dans le coma artificiel et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est l'impuissance. L'impuissance face à ma famille qui pleure et que j'entends selon la dose de médicaments qu'on m'a injecté. L'impuissance de pas pouvoir leur parler, de pas pouvoir leur dire qu'on les entend, qu'on va y arriver quoi. L'impuissance aussi de les retenir à l'oreille. J'entendais quand mes parents rentraient dans la chambre, c'était une porte avec un double sas et quand j'entendais mes parents partir, donc la première porte, re-rentrer dans le sas et la deuxième porte, vers la sortie je savais qu'ils étaient plus là et qu'ils allaient rentrer chez moi et que j'allais plus les voir pendant je sais pas parce que j'avais plus de notion de temps en fait. J'aurais voulu des fois leur dire j'ai besoin de vous. Eux, vu qu'ils ont l'impression que tu dors dans tous les cas, ils s'en vont parce que de toute façon il y a des heures de visite et il faut qu'ils s'en aillent. Mais toi t'es là et tu peux rien dire, t'as les yeux fermés, tu peux pas bouger parce que t'es shooté, tu les entends et t'aimerais trop leur dire non s'il vous plaît restez, je les laissez pas toute seule dans cette chambre d'hôpital avec toutes ces machines et tu peux pas, c'est dur ça, putain. Hey méga dur. Ok, je suis désolée, il y a des moments que volontairement j'ai essayé d'effacer parce que être impuissant et être prisonnier de son corps, c'est quelque chose de très difficile à vivre. C'est vraiment se retrouver là et devoir subir tout ce qu'on nous impose. Et dans l'impuissance, je suis en train de penser au personnel médical. Quand les infirmières rentraient dans ma chambre, je sentais très souvent tout ce qu'on me faisait. Quand on changeait des tuyaux, quand on changeait des perfusions, quand on me brossait les dents. Et aujourd'hui, c'est hyper important pour moi de faire passer ce message d'abord au personnel médical, parce que je l'ai vécu en fait, des infirmières qui rentraient dans la chambre sans dire bonjour, sans dire ce qu'elles allaient me faire. Parler aussi avec des collègues de vos problèmes personnels à côté d'une personne qui est dans un coma artificiel. Je connais beaucoup de secrets sur vous les meufs, donc faites gaffe. Ce que je veux dire, je le prends avec le sourire, mais c'est que ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien de rentrer dans une chambre, même si vous pensez que la personne est endormie, de lui dire bonjour, de lui dire comment vous vous appelez. Moi je me rappelle d'Anaïs, et elle me disait toujours bah salut Julie, voilà aujourd'hui je vais te brosser les dents. Vraiment ça coûte rien, et ça a un côté hyper rassurant. On est là et on a l'impression d'être un peu plus utile en fait, tout simplement. Voilà pour moi comment je résumerais le coma artificiel. En réalité c'est aussi flou que ça ne l'est pas et j'ai vraiment des petites histoires à vous raconter pour finir sur des touches un peu plus énigmatiques et positives si je puis dire. Première anecdote qui m'a vraiment choquée. Quand mes parents venaient me voir, pendant que j'étais dans cette chambre en réanimation, ils mettaient souvent la télé. Quand je suis sortie du coma, j'ai allumé ma télé et je tombe sur une musique que je n'avais jamais écoutée auparavant. C'était Hola. Genre l'air c'est j'ai dit Hola. Et oh, dans la nuit bleue. Et en fait, quand cette musique elle est passée, les gars, croyez-moi ou pas, je la connaissais
par cœur. Et là, mais comment je peux connaître une musique par cœur sans l'avoir écoutée? Ma meilleure amie d'enfance avait donné à ma mère mon iPod Nano à l'époque pour le brancher dans ma chambre de réanimation et que mes musiques tournent en boucle. Mais j'en pouvais plus d'entendre Cascada Every Time We Touch. Elle tournait en boucle, j'avais qu'une envie, c'était de l'arrêter cette musique. Et en fait, c'est ce que je me disais, c'est l'impuissance, t'es là et tu peux pas dire on peut pas changer le disque gros. Ouais voilà, j'ai des souvenirs méga précis. Je me rappelle très bien quand mon frère est venu me voir pour la première fois à l'hôpital. Je me rappelle très bien de ma tante qui est venue aussi, qui s'est mise au-dessus de moi. C'est trop bizarre, elle avait pas le droit d'enlever son masque parce que c'était une chambre stérile. Et je me rappelle juste qu'elle m'a demandé si elle était jolie. Je crois que j'ai juste vite fait bouger la tête en mode non t'es... Et du coup elle avait enlevé son masque vite fait, genre mais elle avait pas du tout le droit et je me rappelle trop de ça. Une autre anecdote là qui me vient, c'est que normalement dans un coma artificiel, on est censé être plus shooté quand on sort de soins, quand on est censé souffrir. Ce qui a été fou dans mon coma artificiel et ce qui a fait que mon pronostic vital a été très engagé, c'est que je suis montée à 43, 44 de fièvre. À ce moment-là, je vous laisse imaginer déjà l'état dans lequel on est quand on est à 39, 41 vous êtes aux urgences, 43, 44 j'étais censée être bien endormie. Et pourtant, encore aujourd'hui, j'ai l'image très nette de mon écran qui était sur ma gauche avec la température en bas. Donc je vois très nettement le 43, la ligne de vie et un truc ici aussi. Et je le vois genre vraiment nettement alors que à cette période-là, j'étais stonée les gars. Genre vraiment stonée et c'était hors de question que je puisse être consciente de quoi que ce soit. Et pourtant je l'étais. Et dernière anecdote pour moi et pas des moindres, c'est ma grand-mère qui est venue malgré le fait qu'elle soit âgée très souvent me voir pendant que j'étais dans le coma. Elle me parlait tout le temps espagnol, elle me disait tout le temps vamos, 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 on va y arriver, genre tu vas t'en sortir et tout. Mon pronostic vital était engagé pendant 3 mois. Personne ne savait si j'allais m'en sortir et si j'allais pouvoir me sortir un jour de ce coma artificiel sans que mon cœur s'arrête tout simplement. Et ma grand-mère me répétait tout le temps vamos, vamos. Et aujourd'hui le vamos il est là avec son écriture. Ce tatouage il est super important pour moi parce qu'il me rappelle tous les jours que si ma famille n'avait pas été là pendant cette lourde expérience du coma artificiel, peut-être que je serais tout simplement pas là aujourd'hui, peut-être que ça m'aurait pas donné autant envie de me battre, peut-être même que j'aurais juste lâché prise si j'avais pas été autant entourée. Moi je sais que ce qui m'a maintenue dans ce coma, ce qui m'a donné envie chaque jour de me battre, c'était le fait que je savais que mes parents venaient. Il n'y a pas un jour ils ont pas fait l'aller-retour. J'habite à Nice, mon hôpital était à Toulon. C'était 1h30 aller, 1h30 retour pour me voir 2 heures, sans savoir si j'allais être complètement shootée ou si j'allais potentiellement pouvoir juste leur serrer la main, bouger un doigt. C'était vraiment un acte d'amour profond. Et à chaque fois que quelqu'un de ma famille me rendait visite, c'est ce que je ressentais et j'avais besoin d'eux. Cette vidéo, encore une fois, elle est pas simple parce que le coma artificiel, c'est un sujet qui est tabou. Peu de gens en parlent, peu de gens parlent de leur expérience. Aujourd'hui, j'avais envie de casser un peu ce côté-là. J'avais envie de vous le faire entendre, j'avais envie d'en parler. Déjà parce que ça me fait du bien d'en parler, mais je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et que si demain, je vous le souhaite tellement pas, mais si quelqu'un que vous connaissez est dans un coma artificiel, vous saurez le soutien que vous pouvez lui apporter tout simplement. Sur cette vidéo, je tiens vraiment à remercier mon papa qui, dans l'espoir que je revienne un jour à la maison pendant mes 3 mois de pronostic vital engagé, mes 3 mois de coma artificiel, a écrit sur un journal chaque jour, tous les jours, jusqu'à ce que je me réveille, dans l'espoir que je me réveille, pour que là aujourd'hui, quand je prenne son journal, je puisse combler le trou noir de ma vie. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo parce que dans ce journal, on voit non seulement l'amour d'un père, le désespoir d'une famille, mais on voit surtout comment eux, ils ont vécu le coma artificiel et tous ces allers-retours, contrairement à ce que moi j'ai vécu, tout simplement. Le coma artificiel, c'est une épreuve, c'est un combat et c'est beaucoup de séquelles, beaucoup de dépendance. Et ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo qui sera mon réveil après 3 mois d'absence. Sur le mot de la fin, à tout le personnel médical, à tous ceux qui ont quelqu'un en ce moment dans un coma artificiel, on vous entend. On vous entend, on sait que vous êtes là et on a vraiment besoin de vous. Voilà mes phénix, c'était mon expérience pendant ces 3 mois de coma artificiel. J'espère sincèrement que vous en aurez appris un peu plus, que ça vous aura intéressé. Tout ça c'est mon vécu, c'est mon ressenti. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, c'est pas la vérité innée, c'est pas la science infuse non plus, j'ai pas utilisé de termes techniques, c'est juste ce que Julie a ressenti quand elle avait 16 ans et voilà, il fallait que je vous partage ça. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de mon réveil, du moment où j'ai pris conscience de la gravité de ce qui m'était arrivé. Et j'ai vraiment hâte de vous parler
de toute cette reconstruction à laquelle j'ai dû faire face. Je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois. Merci pour tout votre soutien, merci pour tout votre amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.